Bienvenue dans l'épisode 22 de Kinopassion, le rendez-vous des passionnés de cinéma. Bonjour Marc. Bonjour. Mon premier invité de 2024 a fait une licence de cinéma à la Sorbonne Nouvelle Censier Paris 3. Il est entré dans le cinéma en poussant les portes du Max Linder comme agent d'accueil, puis plus tard, il organisera la nuit John Carpenter. Aujourd'hui, Marc y anime régulièrement des matinées autour de l'œuvre de Ennio Morricone, Caro Ennio. Marc a aussi travaillé comme assistant réalisateur, accessoiriste, et depuis plus d'une quinzaine d'années, il s'est lancé dans la distribution et a fondé Lost Film Distribution, société avec laquelle il ressort de nombreux chefs-d'œuvre du cinéma. J'ai le plaisir de recevoir Marc Olry, distributeur, fondateur de Lost Film. Bienvenue Marc dans Kinopassion, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonne année, il est encore temps. Comment vas-tu? Bah, ça va, je suis content. Écoute, en tant que distributeur, là, j'ai passé les fêtes en sortant un très beau film. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Une belle séance au McMahon autour d'un goûter de Noël pour Mon nom et personne. Et On le va en film est toujours parler. à l'affiche à travers toute la France, toujours au McMahon aussi. Donc voilà, c'était une belle fin d'année et une année 2024 qui continue sur les chapeaux de roue avec ce film. Et dont on va reparler dans ton actualité dans la dernière partie de cette émission. C'est avec Du silence et des ombres de Robert Mulligan que tu vas lancer Lost Film. Et dans ton magnifique catalogue, nous trouvons The Wicker Man de Robin Hardy, film qui a fêté ses 50 ans en 2023 et qui a connu un remake par Nell LaBute avec Nicolas Cage en 2006. Nous trouvons aussi Ragtime de Milos Forman, Yentl de Barbara Streisand, La Mélodie du Bonheur de Robert Wise, La fille de Ryan de David Lean, 3 milliards d'un coup de Peter Yates bien avant Bullitt, et depuis le 13 décembre 2023, Mon nom et personne de Tonino Valeri, produit par Sergio Leone, film qui a aussi soufflé ses 50 bougies en 2023 et que nous pouvons déguster en version restaurée 4K dans plusieurs salles en France, et tu le disais tout à l'heure, au McMahon de notre ami Bruno Vincent. Alors Marc, comment t'est venue ton envie d'entrer dans l'univers du 7e art? Et deuxième question, peux-tu nous présenter en quelques mots ton métier de distributeur? Ah, on va essayer de faire vite et simple. Non, bah le cinéma, je pense, c'est quelque chose qui naît de l'enfance, hein. C'est-à-dire que un peu plus de 50 ans, moi, ma culture cinématographique s'est faite d'abord avec la télévision. Après, je suis un enfant de Canal+, quelque part, et du magnétoscope. J'ai un premier magnétoscope en 82. On l'achète au début pour enregistrer les matchs du Mondial en Espagne avec mon père. Et puis là, ben, je passe la tête dans le vidéoclub. Je vois des jaquettes. Et bah, c'est un nom dont on reparlera peut-être plus tard. Mais il y a des films que je connais, d'autres que je connais pas. Et puis il y a un personnage que je retrouve sur plein de jaquettes qui s'appelle Clint Eastwood. Moi, j'ai 12 ans, 13 ans. Donc c'est des films que j'ai pas forcément vus en salle. Et on est au début des années 80. Et ma cinéphilie, elle est vraiment née avec, j'ai envie de dire, cet appareil un peu vintage maintenant, qui est le magnétoscope. Ah, mais c'était trop bien. Et, et voilà, et je pense que, tu vois, on parlait de Mon nom et personne tout à l'heure. C'est un film que beaucoup de gens ont vu d'abord à la télé et en vidéo et qu'on ne voyait pas en salle. Et c'est vrai que bah, mon métier de distributeur, on dit distributeur de patrimoine parce qu'il s'agit de classiques, hein, Oui. du cinéma, de films qui sont déjà sortis, c'est justement continuer de transmettre ces classiques, mais sur le grand écran. Moi, j'ai une double casquette, là, même si aujourd'hui j'ai le chapeau de cow-boy, qui Oui, est joli. ah, c'est complémentaire, mais en ce moment je l'ai un peu mis de côté, et qui est bah, d'avoir gagné ma vie pendant longtemps comme technicien dans le cinéma, hein, comme je disais, comme assistant réalisateur puis accessoiriste. Et en 2009, tout en étant accessoiriste, après avoir participé avec d'autres amis à une première société de distribution, j'ai décidé de créer Lost Film parce que je voulais justement faire mes propres choix et notamment, tu en parlais très justement tout à l'heure,
mon film un peu fétiche et qui m'a décidé à être distributeur, c'est faire partager ce film de Robert Mulligan que je trouvais fabuleux, avec Gregory Peck, l'histoire de cette petite fille qui découvre le monde des adultes, enfin ce roman culte américain, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et mon métier, c'est ça, un distributeur, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un éditeur, si on fait un comparatif avec le livre, là les gens se rendent peut-être un peu mieux compte, en général, c'est comme ça que je définis mon métier. Et maintenant, c'est marrant parce que les distributeurs ou même des syndicats de distributeurs se définissent comme des éditeurs de films. Et c'est le cas, c'est-à-dire qu'on va, en l'occurrence, là, le film, il existe déjà. Hein. Le principe, ce sont des classiques, ils sont déjà sortis quelque part, ils ont été produits par quelqu'un. Mhm. Là, quand on parle, par exemple, du Silence et des Ombres, le logo du film, ça s'ouvre avec Universal. C'est un film typiquement américain. Il est sorti en France à l'époque. Mais moi, je devais donc racheter les droits Mhm. film pour pouvoir le montrer en salle de cinéma. Et quand je parle d'un éditeur de livres, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va se mettre en relation avec un auteur pour acheter son manuscrit, fabriquer des livres, les commercialiser, les vendre, les imprimer, et puis après, tu les vends soit à la FNAC, soit dans un petit libraire. Et au cinéma, c'est pareil, hein, on va être soit dans un gros circuit, les salles qu'on connaît tous, UGC, CGR, Gaumont, Pathé, ou des petites salles à essai, ou même des salles municipales dans des toutes petites villes. Et mon travail, c'est ça, c'est de mettre en relation une œuvre de cinéma avec une salle de cinéma pour que le public s'en empare à nouveau et le revoie à nouveau. Quel est ton film référence, ton film coup de cœur, celui qui a déclenché ta passion pour le cinéma? C'est compliqué d'en choisir un seul, mais c'est vrai qu'en général, quand j'essaie de me définir, il y a un film qui revient beaucoup. Je ne suis pas du tout original. Tout à l'heure, je te disais que j'ai été élevé à la télé, donc c'est vrai que je suis élevé, j'étais un peu biberonné au cinéma de minuit, la dernière séance, Bienvenue au le club, Ciné Club, voilà, hein, bien quand on a sûr, bien 50 entendu. ans, c'est des émissions de référence. Et moi, je parle souvent de Laurence d'Arabie. Enfin, c'est un film un peu mystique. Mais après, il y en aurait deux, trois autour. C'est-à-dire que je pense que c'est un film somme. Ce qui Mhm. me pose problème, parce que moi, j'ai distribué beaucoup de films avec plein de personnages féminins importants. Là, pour le cas, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, je trouve que c'est un film qui mélange la grande et la petite histoire. Je pense que c'est ce qu'a toujours fait David Lean dans quasiment tous ses films, assez souvent. Et tu vois, comme on parle aussi de Mon nom est personne, de Morricone, du magnétoscope, de la télé, moi, il y a un film qui me vient aussi tout, et puis on parlait tout à l'heure de Clint Eastwood, juste derrière aussi, c'est par exemple Le Bon, la Brute et le Truand, je pense. Voilà, c'est des films sur lesquels on prend du plaisir et qui plaisent à n'importe quel âge, quoi, et qui sont des films un peu fédérateurs. Et aussi, je pense qu'il y en avait un autre, enfin celui qui vient aussi, le premier à l'esprit, je ne suis pas du tout original non plus, c'est La Mort aux trousses. C'est des Ah oui, films magnifique. qu'on découvre à la télé et après qui te quittent plus, quoi. C'est des sommets, quoi. Ben, c'est bien, ça fait un beau trio quand même. Lynn, Léon, Hitchcock. Et après, moi, alors souvent aussi, ce que j'aime bien dire, c'est que mes films fétiches ou mon cinéma de prédilection, il va de David Lean à David Lynch. C'est Ah que oui, plus tard, tout à l'heure, tu parlais de mes études, je m'étais inscrit à Paris 3 et je devais faire une maîtrise sur David Lynch que j'ai jamais faite. Parce qu'il y a une année où j'ai été complètement secoué en découvrant, alors bien après sa sortie, Blue Velvet, oui. et 6 mois après, j'étais encore étudiant, j'allais à mon premier festival de Cannes, et la Palme d'Or, c'était Sailor et Lula. C'est Ah vrai oui. qu'en moins de 6 mois, j'ai découvert deux films, et moi, enfin vraiment, ça m'a secoué la tête, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces films, quoi? Enfin, ça m'avait vraiment marqué. Et David Lynch, c'est quelqu'un que j'ai suivi toujours, et c'est un auteur prodigieux, quoi, qui marque, je pense, plein de générations de cinéphiles. Marc, quelle est ta bande originale de film préférée? Bon, je vais faire comme tout à l'heure, hein. Je vais en avoir deux, mais je rebondis un peu. C'est dur d'en choisir une seule. Moi, j'ai toujours été passionné de musique de film. J'ai toujours continué d'acheter des CD. Et pendant le confinement, quand on était un peu tous enfermés à la maison, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup passé des CD de ce très beau coffret que je venais de me faire offrir pour Noël. Un coffret Ennio Morricone, Magnifique. concocté par Stéphane Le Rouge chez Universal. Ah, Après, il y a eu une deuxième édition. ouais. Et surtout, alors la vraie BO quoi, que j'ai le plus écouté de tous les temps en ce moment,
Et dès le confinement, c'était The Wicker Man, D'accord. simplement parce que j'étais en train de préparer la sortie du film quand on a reconfiné une deuxième fois à la fin du mois d'octobre 2020 et que 2020, le ouais. film est sorti enfin en mai 2021. Et c'est vrai que je l'ai écouté un nombre de fois incalculable. In the woods there grew a tree, and a fine, fine tree was he. And on that tree there was a limb, and on that limb there was a branch, and on that branch there was a nest, and in that nest there was a nest. Mais tu vois, je vais aller plus loin, je vais en sortir un troisième, parce que Allez, si je suis fou, hein. allez, Mais soyons fous. j'y tiens en fait parce que c'est une vraie bande originale, c'est une vraie comédie musicale à la française et pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu et c'est un film qui mérite d'être vu et revu. Je l'ai vu 5 fois en salle et j'ai écouté la BO, je pense, une centaine de fois minimum. C'est Annette de Léos Carax, Ah qui oui, je tout pense récent. Mhm. avait vraiment tout compris en racontant une histoire forte qui était vraiment articulée autour des chansons. Et je pense que c'est ça la définition des comédies musicales. Là, quand je te montrais le 33 tours de Wickerman, c'est pas une comédie musicale, mais pareil, c'est un film qui est construit autour de ses chansons, de sa musique, et les chansons agissent avec l'histoire. Et alors pas comme le Rocky Horror Picture Show, mais c'est culte et c'est fabuleux. C'est en anglais. Il y a un côté très folklorique aussi, et ça dit plein de choses en fait sur le film. Ça commente l'histoire. Et c'est vrai que je pense que c'est des choses qui restent gravées à tout jamais, quoi. C'est des choses qu'on aime écouter et réécouter. Et le film de Karat, c'est pareil, c'est bouleversant, quoi. Peux-tu nous raconter une anecdote? Peut-être une anecdote de tournage ou une Alors, une anecdote de anecdote de sortie? tournage, j'en ai plein. En fait, c'est vrai qu'un tournage, c'est ce que je dis assez souvent, c'est à la fin, ce qui reste, c'est de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a un Mm. projet, il y a un film, il y a des fois beaucoup d'argent, beaucoup de technique, mais ce qui reste, c'est les rencontres. Et moi, c'est marrant parce que vient de sortir mercredi dernier, dernier film de Martin Provost, qui s'appelle Bonnard, Marthe et Pierre, Ouais. sur le couple peintre, on va dire. On connaissait plus le Pierre, mais voilà, on se rend compte que Marthe est importante. Et avec Martin Provost, il y a quelques années, j'avais fait son film Séraphine avec Yolande Moreau. Et je pense que, enfin, Yolande, c'est une des plus belles personnes que j'ai pu rencontrer sur un plateau. Et sur ce film, j'ai beaucoup appris parce que j'étais un jeune accessoiriste après avoir longtemps été assistant réalisateur. C'était un film d'époque, il y avait beaucoup de défis à relever, c'était une petite production, il y avait beaucoup d'énergie. Et puis Martin, c'est un réalisateur qu'on suit parce que voilà, il portait ce projet-là. Et Yolande est d'une gentillesse, d'une délicatesse. Et puis moi, j'aimais, en tant qu'accessoiriste, j'aimais bien me mettre au service non seulement du film, des techniciens, des décors, mais aussi on a un rapport particulier avec les comédiens. Et il y a un truc qui m'a toujours bouleversé parce que elle n'était pas obligée de le faire, mais ce film a été nommé au César, elle aussi. Elle a décroché le César, elle est montée sur scène, elle a fait un discours, et dans son discours de remerciement, elle a remercié 2 personnes, et en disant bah, je remercie Marco et j'ai oublié le prénom, mince, et elle remercie un autre prénom féminin et toute l'équipe comprenait qu'il s'agissait de l'accessoiriste et de sa maquilleuse, quoi. Et en fait, ça voulait dire qu'on l'avait vraiment aidé à faire ce qu'elle avait fait. Et elle n'était pas obligée de le faire. Et en fait, je pense que c'est ça le cinéma, c'est avant tout des échanges, une passion, des rencontres et des choses qui restent. Et ça, pour moi, c'est un super beau moment parce qu'en fait, moi, j'étais tout seul devant ma télé, un peu en famille, et j'étais content, quoi. J'aimerais bien retrouver les traces de cette vidéo, mais et puis j'aimerais bien retravailler aussi avec Martin Provost ou avec Yolande. Alors, Yolande, je l'ai recroisé une autre fois sur un film de Stéphane Brisé qui s'appelle Une vie, un autre film en costume. Ouais. Ça, c'est une anecdote de tournage. Après, je vais parler d'une autre anecdote de distributeur parce que quand on ressort des classiques, ils sont plus ou moins anciens. Mon nom est personne, là, il a 50 ans. The Wicker Man, il a 50 ans. Mais il y a quelques années, je m'étais lancé dans la ressortie. On parlait de David Lean tout à l'heure, de Laurence Darabi. J'ai ressorti La fille de Ryan, qui est un film avec Sarah Miles.
Et quand je l'ai proposé en ressortie, plusieurs festivals étaient très intéressés, comme le Festival de La Rochelle ou le Festival Paris Cinéma à l'époque. Mhm. Et j'ai réussi à rentrer en contact avec elle et à la faire venir alors qu'elle avait déjà, je pense, 78 ans, quelque chose comme ça, et qu'elle était en forme et qu'elle vivait vraiment reclus du cinéma. C'est quelqu'un qui a été marié à Robert Bolt, le scénariste de David Lean, et Mhm. qui est veuve et qui vit dans sa campagne, dans ses souvenirs, et qui n'est pas du tout people ou autre. Et donc, elle a voyagé, elle est venue à La Rochelle, elle est montée sur scène, il y a une rencontre improvisée. Dans la salle, justement, c'est drôle, il y avait Michel Piccoli qui était invité, il y avait Yolande Moreau qui était là aussi, je crois, pour un autre film. Je n'arrive plus à me rappeler exactement pourquoi elle était là, Yolande. Et la salle était pleine. Et après, on a fait une autre avant-première à Paris, au Champeau et au Grand Action. Et d'un seul coup, c'était super émouvant en fait, que la fille de Ryan soit à mes côtés, mais c'était plus la même femme, c'était quelques années plus tard. Et elle, c'est un film qui a marqué sa vie, puisqu'en fait, c'est comme ça aussi qu'elle a continué d'exister au cinéma. Elle était mariée avec ce scénariste, Robert Bolt, qui venait aussi d'adapter Laurence d'Arabie, et qui là lui offrait un premier rôle. Bienvenue le Champeau. C'est un honneur pour moi de partager ma passion pour le movie avec vous ce soir. Vive le cinéma! Rendez-vous Champeau au Champeau, pour le film La fille de Ryan. au rendez-vous de Champeau pour le film La fille de Ryan. Quel est l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter et pourrais-tu nous raconter son histoire, s'il te plaît? Oui, alors il est là à côté de moi. C'est une marque, c'est un Laserman. Donc, Oui. le Laserman, dans le cinéma ou pour les techniciens, c'est une espèce de couteau suisse. C'est une marque très célèbre dans laquelle il y a plein de, voilà, d'accessoires. Et en fait, Ah c'est vrai que oui, quand tu commences à travailler sur un film, n'importe quel métier, donc il y a plein de petites choses, de couteaux, de choses que tu sors, tu vois, tu as un petit ciseau intégré. C'est comme un couteau suisse, en fait, j'ai envie de dire. ouais, ouais, Et, super couteau suisse. Ouais. ouais, super couteau suisse parce que normalement, c'est à vie, hein. Ils peuvent même te le remplacer quand il y a quelque chose de cassé. C'est un D'accord. investissement. Et en fait, pourquoi? Parce que quand tu es accessoiriste, tu dois être un peu capable de réagir à n'importe quelle situation. C'est-à-dire qu'au milieu d'une équipe, il y a un côté technique, il y a un côté bidouille à faire, un côté bricoleur. Et distributeur, j'ai l'impression d'être aussi un couteau suisse parce que je suis tout seul à m'occuper de Lost Film. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où je fais un petit peu tout. Donc, cet objet que tu nous as présenté, finalement, serait ton totem, ton Ouais, symbole, hein, presque, ouais. c'est ça. Couteau suisse, voilà, ou les Airman. C'est plus technique. À présent, parlons de ton actualité. Je le disais en introduction de cette émission, depuis le 13 décembre, grâce à Lost Film et à Studio Canal, nous avons le bonheur de redécouvrir ou découvrir pour certains sur nos grands écrans en version restaurée 4K Mon nom est personne de Tonino Valeri, produit par Sergio Leone avec Terence Hill et Henry Fonda, accompagné par la musique du maestro Ennio Morricone. Alors, on parle de Mon nom et personne comme étant la fin du western spaghetti, voire du western tout court parfois, hein. Alors, je te propose que nous regardions le film annonce que tu Ouais. m'as très gentiment confié, et ensuite nous raconterons l'histoire de cette résurrection Mhm. pour les 50 ans de Mon nom et personne. Per me? E che c'è dentro, secondo te? Per me c'è una bomba.
Resti tu solo. Tu contro i 150. Hai la vita appesa a un filo, signor Beauregard. Ti manca solo un gran finale. Ti manca l'impresa da leggenda. Pour la deuxième fois, Sergio Leone tue le western. On en avait parlé tous les deux. Et il tue aussi une de ses légendes, Henry Fonda. Et ça, 5 ans après, il était une fois dans l'Ouest. Sauf que là, bon, Henry Fonda ne meurt pas à la fin de, de Mon nom et personne. Je ne spoil pas en disant ça, on le Ouais. sait bien. Mais il y a plein de symboles quand même dans ce film. Ben, en fait, c'est un film que Sergio Leone décide de faire parce qu'en fait, il est déjà un peu rattrapé par sa propre légende. Il a un peu bousculé les codes, lui, en arrivant en 64, avec ce deuxième film, pour une poignée de dollars. Il venait de faire le Colosse de Rhodes, un péplum. Hein. C'est des gens Ouais. qui connaissaient parce qu'il avait été assistant réalisateur et puis il a baigné vraiment dans le cinéma. Son père était réalisateur. Il ne se destinait pas, je pense, au départ à faire des westerns. Et pour tout le monde, c'est devenu un réalisateur de western. Mais après, il était une fois dans l'Ouest. C'est censé être son dernier western. Il ne veut plus en faire. Et il a déjà en tête un projet. Il a eu vent de ce roman qui s'appelle The Hood, qui va devenir Il était une fois l'Amérique. Et au début des années 70, le film est compliqué à monter et on lui propose toujours des projets et lui, il va plutôt être producteur. Il lance la production de Il était une fois la Révolution. Plein de noms circulent de réalisateurs, dont Peter Bogdanovich, par exemple, mais qui refuse et donc il s'y colle lui-même. Et il remet le couvert pour un western qui est déjà un western un petit peu à part parce que le western spaghetti qui naît au milieu des années 60 avec Leone, avec Corbucci, avec Damiani, avec Sergio Solima aussi. On parle des trois Sergio, hein, Corbucci, Oui. Leone et Solima. Il est en train d'évoluer. Des fois, il prend une veine plus politique ou plus mexicaine avec ce qu'on appelle les westerns Zapata. Et les petites une fois la Révolution, on est déjà dans autre chose. Et au même moment, il y a des films qui commencent à insuffler un peu d'humour, même s'il y avait beaucoup d'humour noir et qui se teintait de violence des fois avec Léon. Parce que quand tu vois, il était une fois Le Bon, la Brute et le Truand, les rapports entre les trois, où Eli Wallach ramène beaucoup d'humour. Mais on Oui. est toujours des fois dans un humour très sadique, hein, où les personnages souffrent. Et en fait, au début des années 70, il y a deux personnages qui vont continuer ensemble toute leur carrière, Bud Spencer et Terence Hill, qui bouleversent tout avec Trinita, qui va cartonner. Et ça énerve un petit peu Léon parce que d'un seul coup, ça ridiculise un peu un genre que lui, il a révolutionné lui-même. Et il se dit, mais comment je vais faire et réagir? Et en fait, il va produire Mon nom et personne. Il a l'idée du film, mais il le confie à son assistant, Tonino Valeri. Et il prend un petit bout de l'humour qui est déjà dans Trinita et qui est amené par Terence Hill. Et il reprend la légende qu'il a eue, Henry Fonda, dans Il était une fois dans l'Ouest. Dans Mon nom et personne, il y a aussi une magnifique bande originale de Ennio Morricone. Et c'est un peu, voilà, La pochette du 45 tours. la pochette du 45 tours. Waouh. Alors moi, j'ai le, je l'ai pas là, mais j'ai le 33 tours. Ah, Et c'est un mélange de création et de référence à ses précédentes collaborations avec Léon. Hein. Il nous gratifie de pièces qui ne sont pas sans nous rappeler Le Bon, la Brute et le Truand,
Il était une fois dans l'Ouest, voilà. Et puis il y a une magnifique adaptation de La Chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. C'est exceptionnel. Quand ils sont dans le cimetière, on reconnaît, il y a quelque chose de Il était une fois dans l'Ouest. Bien sûr, quand il y a la charge de la horde sauvage, là, on entend aussi, il y a des moments, des trompettes qui te rappellent le bon, la brute et le truand, les chœurs aussi. Voilà, et puis aussi, pour une poignée de dollars, Ouais. il y a tout un mix et on sent qu'on tourne la page. En plus, on sait que Léon et Morricone, bon, collaborent depuis longtemps ensemble, que leur vie est faite de rencontres, qu'ils étaient à l'école ensemble. Mais à l'époque, ils se connaissaient pas, ils n'étaient pas copains du tout. C'est beaucoup plus tard qu'ils se rencontreront Ouais. adultes. Donc, mais bon, c'est vrai que la touche Morricone, elle est là et on peut pas passer à côté. Ça Et fait là, partie, je pense, du culte qu'il y a autour du film, parce que on se rappelle des moments, on se rappelle des séquences, et après, quand on sort du film, et ah on ben, fredonne l'air, quoi. depuis que j'ai revu Mon nom est personne. Alors, je l'ai vu de nombreuses fois à la télé, j'ai le DVD. C'est la première fois que je le voyais dans son format original, sur grand écran, en plus dans cette magnifique version restaurée 4K. Je n'arrête pas de siffler régulièrement certains thèmes. Bon, le thème principal, puis d'autres thèmes de Mon nom et personne. Voilà, et en plus, ça me met de bonne humeur. Je trouve que bon, Ouais. ce film met de bonne humeur, hein. C'est Bah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que tu es entre le mythe, la légende, ce que tu connais déjà, de l'humour. Et je pense que ça, c'est aussi la clé de Morricone, hein, c'est-à-dire qu'il a une carrière très longue, hallucinante. Il a collaboré avec plein de réalisateurs, il a touché à tous les genres. Et je pense qu'il se mettait vraiment au service des films. Alors, comme tu le disais toi-même, hein, il avait aussi des fois une façon de s'auto-référencer ou citer ou parodier Mhm. ou de reprendre peut-être un morceau qu'il avait commencé à composer pour un film et puis ça s'était pas fait. Et puis on se rend vite compte aussi qu'il y a des chemins de traverse, enfin qu'il y a des films qui se répondent à d'autres, quoi. C'est-à-dire que tu as les films eux-mêmes, mais tu as des musiques. C'est-à-dire que des fois, tu vas écouter, je sais pas, une BO très synthétique, comme par exemple il a pu faire avec Carpenter pour The Thing, Mm. et qui correspond à un rythme de battement de cœur, mais il le faisait 10 ans auparavant, quand il faisait Peur sur la ville, avec des cordes qui attaquaient justement le battement de cœur, parce qu'on est là à Paris et qu'il y a Minos qui rôde, qui est le tueur qui règne sur la ville et que doit arrêter Jean-Paul Belmondo. Et c'est vrai que il a toujours su, je pense, s'adapter et créer un lien particulier et fort. Et tu vois, là, je montrais les pochettes de 45 tours, mais c'est vrai qu'à l'époque, ben, on achetait des disques, on achetait des vinyles, des musiques de films sortaient, il y avait plusieurs 45 tours sur les musiques des films qui étaient elles-mêmes en 33 tours. Mm. Et c'est devenu une icône pour tout le monde, Morricone. J'aime beaucoup le, le nouvel album de Kai Eastwood, Oui. où il reprend donc Eastwood by Eastwood, hein, un peu symphonique. Il reprend des musiques de films dans lesquelles son père a joué ou que son père a réalisé. Et, euh, et bien sûr, il y a beaucoup de bandes son de Ennio Morricone. Et là, il en fait quelque chose de Ouais. assez extraordinaire, hein. Justement, le thème du bon, la brute et le truand, moi, j'adore. J'adore la version de Clint Eastwood, hein. Écoutez Ennio Morricone. Et surtout, si vous avez la possibilité de voir ce film qui est, qui est, qui est sorti, c'était l'année dernière, c'était Tout à l'heure, tu disais il y a 2 ans. tu parles de Ennio, le documentaire. Ennio, le Ouais, ouais, documentaire. ouais. C'est un film hyper instructif, en C'est fait. un film hyper instructif, mais qui se regarde, mais
c'est sublime. À voir, bon, là, il est plus sur les écrans, mais si vous pouvez, s'il ressort, Ouais, allez le voir en en Blu-ray, salle. ouais, Ah, il faut le voir en salle, hein. ouais, en salle, ouais. C'est magique. On le voit travailler, on le voit, et là, on redécouvre des musiques et différemment encore. Donc, Bah, on se familiarise avec un personnage qu'on croit connaître, et puis d'autres gens en parlent, et puis surtout, on voit un peu son parcours. On se rend compte que voilà, il était beaucoup aussi impressionné par ses profs de musique, par son père qui était lui-même musicien. On se rend compte aussi que bah, lui, son instrument de prédilection, c'était la trompette. Donc ça explique aussi beaucoup de choses dans ses compositions. Et, euh, et puis après, voilà, c'est devenu un personnage, comme je disais, iconique. et donc, eh ben, Ennio Morricone, on le retrouve dans Mon nom et personne, que je vous recommande d'aller voir en salle si ça passe près de chez vous. C'est encore à l'affiche, donc depuis mi-décembre, Oui. en région parisienne, en province. Et puis, bah voilà, il va faire son chemin, continuer dans les semaines qui viennent. Que cette belle aventure continue et que un maximum de spectateurs puissent redécouvrir ou découvrir Mon nom et personne sur grand écran. Si vous allez voir une projection de Mon nom et personne présentée par notre ami Marc Ollery, eh bien, il aura ce chapeau et son petit revolver à la ceinture. Ça, c'est magnifique. Nous sommes de grands enfants et il faut le rester, sinon, je pense que pour être dans ces milieux du cinéma, si on n'a pas gardé une part d'enfant, c'est pas la peine. Tu Et, as raison. et le 24 décembre, je reviens au 24 décembre au McMahon, où c'était absolument magique, puisque après la projection, il y avait un goûter, il y avait des enfants, c'était génial cette salle. La salle était pleine, plusieurs Ouais. générations, les enfants étaient médusés. Le cinéma, c'est aussi une histoire de transmission entre les générations. Donc, merci Marc d'avoir participé à Kinopassion, de nous avoir fait partager ton amour et ta passion pour le cinéma. Vraiment, Merci merci. beaucoup. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, surtout, comme Marc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kinopassion, à la partager, à la liker, à la faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver Kinopassion sur Facebook, sur Instagram. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Kinopassion avec un nouvel invité passionné. Salut Marc, à bientôt. Au revoir. Salut à tous. Vive le cinéma. Allons au cinéma. Vive la passion du cinéma.